Voilà tout le monde. On continue notre découverte du chapitre 4. Donc, si on fait un petit rappel de qu'est-ce qu'on a vu, donc on a vu que les systèmes chargés pouvaient avoir de l'énergie potentielle électrique. Et on a vu aussi un concept hyper important qui est le potentiel électrique. Donc, le potentiel électrique, on peut associer à chaque point de l'espace une capacité de transmettre l'énergie aux particules chargées qu'on a appelé potentiel, qu'on a désigné par la lettre, là j'ai regardé, bon, ça ne change absolument rien de virer de bord, par la lettre V, V majuscule. Sauf que là, jusqu'à présent, ce potentiel-là, on a supposé, ah bon, on le connaissait, puis c'était beau, donc on ne s'est pas posé une idée qu'est-ce qui causait le potentiel. Donc, c'est dans la même idée, la même lignée que le champ électrique. Donc, le champ électrique, c'était la capacité d'espace de transmettre la force électrique. Et chaque particule chargée émet autour de elle un champ électrique qui se répand dans l'espace, qui est là pour transmettre la force électrique aux autres particules. Donc, ici, ça sera la même chose. Bon, si je voulais faire une petite analogie, donc, non. Donc, c'est la même chose pour une particule ponctuelle. Donc, une particule ponctuelle va possiblement émettre autour de elle un potentiel électrique qui va pouvoir interagir avec les autres particules chargées. Donc, le système le plus simple à faire, c'est des particules ponctuelles. Donc, c'est sûr que là, les 5 premières minutes, il y a une petite démonstration, mais cette démonstration-là peut être intéressante parce qu'on ne fait pas beaucoup de cas de ce type-là dans ce cas-là. Donc, si on se rappelle comment on trouve le potentiel électrique, donc on avait trouvé dans la capsule précédente que la différence de potentiel entre deux points est donnée par moins l'intégrale de E.ds. Ou ici, le point, c'est un produit scalaire. Donc, on va essayer de faire la petite démonstration avec une particule ponctuelle ici dans ce cas-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une particule ponctuelle comme ceci. Donc, on va essayer de construire bloc par bloc comment on va arriver à trouver le potentiel du particule ponctuelle. Donc, on sait qu'une particule ponctuelle émet un champ électrique qui se disperse dans tous les sens. On a vu aussi, donc là, je n'ai pas fait beaucoup de lignes de champ, on a vu aussi la notion d'équipotentiel. Donc, équipotentiel, c'est tous les points autour, dans l'espace, qui ont le même potentiel électrique. Et on avait vu une caractéristique importante, les équipotentiels sont toujours perpendiculaires aux lignes de champ. Donc ici, je vais tracer deux équipotentiels. Donc, une première équipotentielle ici, et l'autre, je devrais la faire en autre couleur. Bon, vous regardez la même couleur ici. Une deuxième équipotentielle. Donc, cet équipotentiel-là, donc ici, on pourrait appeler, bon, c'est l'équipotentiel VA. Ici, c'est l'équipotentiel VB. Donc, tous les points sur VA ont le même potentiel. Donc, tous les points pourraient avoir 6 volts. Tous les points qui sont sur VB auront le même potentiel, 9 volts, par exemple. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est trouver une différence de potentiel entre deux points. Donc, supposons que notre point A, il était ici. Donc, on va mettre, là, je vais mettre un A majuscule. J'aurais pu garder mes A minuscules. En tout cas, donc, A majuscule ici. Point B, n'importe quelque part ici, comme ceci. Et là, ok, je pars de A, je m'en vais vers B, comme ceci. Et nous, on veut savoir quel serait le but ici. Ça serait de trouver VB moins VA. Donc, la différence de potentiel qui existe entre A et B. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait appliquer notre formule de départ qui dit que c'est moins l'intégrale de E.ds ici. Donc, il y a deux façons de faire cette intégrale-là. Dans votre livre, il reste avec un produit scalaire. Donc, il écrit le E sous forme de vecteur, le ds sous forme de vecteur. Ils font la multiplication des deux vecteurs pour trouver une solution. Mais il y a moyen de procéder par un produit conventionnel. Donc, notre produit scalaire peut devenir le module de E, qui va être peut-être un petit peu plus facile à déterminer dans ce cas-là. Il y a un terme de moins qui apparaît. Le module de l'élément de déplacement fois l'angle entre les deux ici. Et vous allez voir qu'ici, on va utiliser des petits trucs mathématiques pour arriver à la situation. Donc, ici, on va voir VB moins VA. Donc, ici, le DS, ou le parcours S, semble être extrêmement
extrêmement compliqué. Donc là, ici, j'ai fait un parcours, j'ai parti de A, j'allais vers B d'une façon assez bizarroïde. Or, ici, comme le but, c'est d'avoir VB moins VA, peu importe le parcours que je vais faire, si je pars d'ici et on s'en va là, ça va donner toujours la même chose. Donc ici, pourquoi se compliquer avec un parcours bizarroïde? Il y a peut-être des parcours qui seraient plus simples pour passer de B à A. Donc, au lieu de passer de B à A comme ceci, donc on va passer de B à A, je vais retrouver mon crayon vert, directement comme ceci. Donc, au lieu d'avoir notre point B ici, notre point B pourrait être n'importe où. Et là, maintenant, ce serait un parcours qui serait parallèle au rayon. Donc, avec ça, ça va simplifier beaucoup notre intégral ici. Donc, si on développe ici, dans ce cas-là, le champ électrique d'une particule ponctuelle, là, j'ai marqué ici, après ça, je vais remettre mes éléments là-dedans. Donc, c'est donné par KQ sur R carré ici. Donc, c'est notre champ d'une particule ponctuelle, donc le module. Le ds. Donc, le ds, c'est un élément de longueur. Donc, si on était sur un axe des X, ça s'appellerait un dx, ce sera sur un axe des Y, un dy, sur un arc de cercle, un r dθ. Mais là, ici, on est sur un cas particulier, on se déplace sur un rayon. Donc, ça serait un élément de rayon ici qu'on pourrait appeler dr dans ce cas-là. Et si on... Ben là, j'ai effacé mes lignes de... J'aurais pu... Ah, mes lignes de champ sont encore ici en noir. Donc, on se déplace comme ceci. Notre champ électrique est aussi dans le même sens. Donc, ici, on se déplace dans le sens du champ électrique. Donc, c'est qu'ici, l'angle entre les deux vecteurs, entre le déplacement et le champ électrique, sera de 0 ici. Comme on a identifié chacun des paramètres, on va remettre ça ici intérieur. Donc, ça donne moins l'intégrale de E, c'est KQ sur R carré, fois dr, fois cos de 0 qui donne 1. On sort nos constantes ici, donc ça va donner moins KQ ici. L'intégrale de 1 sur R carré dr ici. Et notre intégrale, on devra la borner, comme à l'habitude. Donc, on part d'un certain point de départ, on s'en va jusqu'à un point final. Donc, notre point de départ ici, on va identifier ça comme RA. Donc, le rayon A, initialement, donc on part de RA. Et où on terminerait notre intégrale, on terminerait à RB ici, dans ce cas-là. Et ceci donnerait quoi? Là, je vais le faire vraiment au complet. Ça donne VB moins VA. Donc maintenant, si on fait l'intégrale, donc si on va voir l'étape d'intégration, qu'est-ce que ça donne? Donc ça donne moins KQ sur R. Moins KQ, excusez. J'ai anticipé un petit peu trop rapidement. Donc on aurait moins 1 sur R ici qui donnerait l'intégrale de 1 sur R carré. Quand on évalue entre RA et RB ici, et là, donc, vous voyez que je manque un petit peu d'espace. Je vais recontinuer à cet endroit-là ici. Donc, ici, on aurait... Et là, vous allez voir que c'est important que je marque mon VB moins VA. Donc, VB moins VA. Ce serait égal à quoi? Donc, les deux moins ensemble, on va les combiner ensemble pour faire un plus. Donc, ça va donner KQ. Tout ça évalué entre les deux bornes. La borne finale moins la borne de départ. Donc, c'est-à-dire 1 sur RB moins 1 sur RA ici. Donc, si on va avoir la différence de potentiel entre le départ et la fin, donc avec un multimètre, on pourrait mesurer ça. Donc, ça serait donné par KQ, où Q, il faudrait conserver le signe, parenthèse, 1 sur RB moins 1 sur RA ici. Donc, on a trouvé la différence de potentiel entre A et B. Or, comme en mécanique, quand on fait des problèmes d'énergie, on se mettait une référence pour l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, souvent, dans beaucoup de problèmes, on prenait le sol comme notre H ou notre Y égale 0, ou un autre point. En électricité, il y aura la même chose. Il y aura un point de référence où le potentiel électrique sera 0. Donc ici, généralement, qu'est-ce qu'on prend comme convention? Donc, pour tous les problèmes du livre, généralement, on prend cette convention-là. Si on prenait une convention différente, il faudrait le spécifier. Donc, la convention, la référence, comme notre H égale 0 en mécanique, ça sera quoi? Donc, nous, on va poser que si on est extrêmement loin, c'est un certain objet de la particule chargée,
le potentiel sera nul. Donc, oui, si on est très loin, donc la capacité de transmettre de l'énergie serait très petite. Donc ici, on va l'appliquer dans notre situation. Donc ici, le point qui était le plus loin, c'était le B. Donc si, au lieu d'arrêter ici, au point B, supposons que notre point B était très loin, qu'est-ce qui arrive ici? Il faudrait dire que le potentiel au point B sera nul dans ce cas-là. Donc, si on revient dans ici, donc si VB est nul, donc on a 0 moins VA, est égal à quoi? Est égal à KQ 1 sur RB. RB, c'est maintenant l'infini, moins 1 sur ici, RA ici, comme ceci. Donc, 1 sur l'infini, ça donne 0. Et là, on a moins VA est égal à, il y a un petit moins ici, donc les deux moins s'annuleraient. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtiendrait que le potentiel au point A serait donné par KQ sur RA ici. Ou encore, si on généralise, parce que là, on a parlé de point A, si on part point quelconque, le potentiel d'une particule ponctuelle sera donné par KQ sur R. Donc, le potentiel est en vol. K, c'est la fameuse constante de Coulomb, mais des fois, vous allez voir la constante de Coulomb qui va être remplacée par 1 sur 4 pi epsilon 0, parce que, comme on n'a pas fait le chapitre 3, on a juste fait un petit élément, donc dans le chapitre 3, ils ont pris l'habitude de changer la constante de Coulomb par 1 sur 4 pi sur epsilon 0, mais des fois, c'est pertinent, des fois non, donc la plupart des fois, c'est non pertinent. Donc, Q, c'est la charge, avec le signe ici, extrêmement important, et R, c'est la distance qui sépare le point, la distance entre la charge et le point. Donc, ici, il y a quelque chose de particulier. On peut avoir des potentiels positifs et des potentiels négatifs. Donc, en mécanique, c'est comme si j'avais un potentiel positif. Ah, c'est comme ça serait comme une montagne. Et un potentiel négatif, c'est comme un creux ici, dans ce cas-là. Donc, même chose ici sur le potentiel. Si vous avez un système avec plusieurs charges, donc vous avez Q1, Q2, et ainsi de suite, et que vous voulez savoir le potentiel au point P. Donc, qu'est-ce que ce sera le potentiel au point P? Comme chaque particule, comme le champ, sont indépendants l'un de l'autre, donc ne s'influencent pas, le potentiel au point P sera seulement la somme de tous les potentiels ici. Donc, on pourrait dire que c'est la somme des VI dans ce cas-là. Ou il faut faire attention, dans cette somme-là, il pourrait y avoir des éléments négatifs et il peut aussi avoir des éléments positifs. Donc, il faut faire attention aux signes lorsque vous allez faire votre somme. Donc, on a défini qu'est-ce que le potentiel d'une particule ponctuelle. Donc, je vais juste le marquer ici. Donc, le potentiel est donné par KQ sur R ici. Donc, si on connaît le potentiel, on devrait peut-être maintenant en mesure de déterminer l'énergie potentielle pour certaines configurations. Donc, ça, c'est une section dans votre livre, puis j'ai hésité, est-ce que je fais juste une capsule pour cet élément-là? Puis la capsule, elle va juste durer 5 minutes. Donc, j'ai décidé de l'unir au potentiel dans ce cas-là. Et ça va faire le bien, c'est ce même principe. Donc, si on a une particule ponctuelle, autour de elle, elle génère un potentiel électrique qui est donné par KQ sur R. Et on a vu que si on place une charge dans un potentiel électrique, il y aura de l'énergie potentielle qui va se créer. Et l'énergie potentielle sera donnée par K fois V ici. Et là, on va faire attention. Donc, ici, supposons que je mettais un Q2 ici, donc positif ou négatif, ça n'a aucune importance. Donc, c'est la particule, donc ici, j'appelle ça la particule 2, qu'on met dans le potentiel de l'autre particule. Donc, Q1 crée un potentiel ici, V1 autour de elle. Et si je mets une particule dans ce potentiel-là, donc une autre charge ici dans ce cas-là, on aura de l'énergie potentielle dans ce système-là. Donc, si on réunit les deux charges, donc on pourrait dire que le couple 1-2 aura de l'énergie potentielle qui est donnée par Q2 fois V1. Oups, ici, je vais faire une petite gaffe. Qu'est-ce que V1? V1, c'est KQ sur R ici, on pourrait dire que c'est R12 ici, dans ce cas-là. Et si on réarrange les termes, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ça va donner que l'énergie potentielle dans un couple de charges sera donnée par le produit des deux charges. Donc ici, faire attention avec les signes, divisé par la distance qui les sépare. Donc ici, ce serait
J'ai appelé ça la distance 1,2 ou j'aurais pas appelé ça la distance 2,1 dans ce cas-là. Donc, chaque couple de charge a de l'énergie potentielle. Et pour s'en convaincre, donc ici, je vais juste effacer ceci, je vais mettre ça plus beau ici, comme ceci. Donc, si j'avais Q1 et Q2 ici, et s'il y a de l'énergie, je suis capable de faire une tâche. Donc, par exemple, si je mettais une fourmi ici, donc ici, on pourrait voir, on sait que si on allait de la bonne méthode, ok, les plus et les moins s'attirent, en s'attirant, donc il y aurait un mouvement, et ce mouvement-là pourrait faire un travail, pourrait écraser la fourmi dans ce cas-là. Donc, on pourrait voir que le couple 1-2, son énergie pourrait se transformer pour devenir un travail pour écraser la fourmi. Donc ici, là j'ai juste décidé un couple de charge, mais si j'ai décidé plusieurs couples de charge, donc j'avais un Q1 qui était ici, un Q2 qui était cet endroit-là, et un Q3 ici. Et là je regardais combien de possibilités qu'on pourrait avoir pour écraser la fourmi. Donc ici, est-ce que 1, 2, tout seul, a de l'énergie? Ah oui, plus et plus ça se repousse. Donc, si je mettais une fourmi ici, donc ici, il y aurait une force électrique. Cette force électrique-là déplacerait 1 et 2 comme dans des sens opposés. Et je pourrais écraser ma fourmi. Donc, c'est que dans le couple 1, 2, il y a une quantité d'énergie potentielle qui existe, qui pourrait servir à faire un travail. Oh! 2 et 3, si je mettais ma fourmi quelque part ici, l'interaction entre 2 et 3, donc s'il y aurait une attraction, je pourrais, avec qu'est-ce qui est à l'intérieur ici, le transformer pour être capable d'écraser ma fourmi ici. Donc on voit que le couple 2-3 aussi renferme de l'énergie potentielle électrique. Et même chose pour le couple 1-3. Donc si je mettais ma fourmi par exemple ici, ici, donc, ma fourmi pourrait se faire écraser, donc il y a un travail qui est fait. Et le travail, c'est l'énergie, donc c'est un transfert d'énergie. Donc, d'où viendrait cette énergie-là initiale? Donc, l'énergie initiale arrêtée dans ce couple-là, 1, 3. Donc, on peut voir qu'il y a 3 formes ou 3 manières différentes d'écraser ma fourmi. Donc, quand on veut déterminer l'énergie totale dans un système de charge ponctuelle, donc l'énergie totale sera donnée par la somme de tous les couples que je peux former. Donc ce serait U12, U13, U23 par la suite, et ainsi de suite. Donc, comment on pourrait écrire ça sous forme d'équation? Donc, c'est pas la somme des U ici. Donc, ce serait la somme des K, QI, QJ ici, sur RIJ comme ceci. Ou ici, dans ce cas-là, il faut que I soit différent de J. Et il ne faut pas répéter ici. Donc, le couple 1-3 et le couple 3-1, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas avoir des indices semblables dans notre somme dans ce cas-là. Donc, ici, si j'écrivais ma somme, donc ce serait K, Q1, Q3, Q1, Q3 ici, plus K, et là, je vais aller trop rapidement, Q1, Q2 ici, plus K, Q2, Q3 ici. Donc ici, j'ai oublié mes R23 ici au cas R23, R12 et R13 ici. Donc ici, il ne faut pas répéter, c'est ça qui est important, il ne faut pas répéter un couple. Donc le couple 1-3 et le couple 3-1, c'est la même chose. Donc ici, la manière d'écraser, ça ne dépend pas que je prends 1-3-3-1, c'est le couple. Donc c'est un ensemble. Donc on peut dire que c'est tous les ensembles différents que je peux former dans ce système-là. Donc ça termine l'énergie électrique qu'on peut retrouver dans des systèmes de charge ponctuelle. Donc vous voyez que c'est assez bref comme explication, donc on ne va pas plus loin que ça. Donc juste savoir que l'énergie potentielle est donnée par K, Q1, Q2 sur la distance qui les sépare. Et c'est tout pour l'énergie potentielle électrique. Donc c'est sûr que là, vraiment la clé, des fois quand c'est trop simple, comme explication, comme une théorie, des fois il y a des points dans l'application, mais on va voir ensemble plusieurs cas, comment on peut mélanger ça pour voir toutes sortes de situations différentes. Avec ça, on se dit yo tout le monde et à la prochaine!